Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux qui viennent d'arriver, aux nouveaux pilotes. Deuxième partie de cette table ronde de Nickel NC sur le nickel calédonien dans le monde. Nous commençons avec 4-5 minutes de retard et je vous prie à tous de nous excuser. C'était le temps de faire rentrer les nouveaux pilotes et de faire sortir les anciens. Je vais commencer déjà par un petit tour de table rapide, en rappelant à la fois qui est le pilote présent dans cette table ronde et le groupe auquel il a participé. Donc on va avoir tout à l'heure normalement la présence de Thierry Rodon, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. C'est notre expert international. Il intervient avec nous en direct du Canada, donc du Québec. C'est un expert international en matière de RSE. Il est directeur du réseau Minéral, qui est un réseau qui travaille sur les relations entre les communautés autochtones et l'industrie minière. Nous avons avec nous France Bailly, qui est directrice du CNRT, le Centre national de recherche technologique nickel de Nouvelle-Calédonie. Nous avons également Sarah Manzanares, qui est responsable technique à la SMSP et qui est mandatée par le CIM, le syndicat des industries minières. Nous avons Sylvie Dussel, qui est chargée de mission à l'Association pour une maintenance durable, plus connue sous l'AMD. Nous avons Augustin Calandro, qui est également avec nous. Il est conseiller pour les secteurs économie et énergie au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et également auteur d'une thèse sur les fonds souverains. Et enfin, Xavier Gravela, qui est directeur de la société minière Georges Montagna et qui est également mandaté par le CIM. Je représente tout de même Vincent Mardel, qui est resté avec nous sur cette deuxième table ronde. Rebonjour Vincent, et qui est donc directeur du Bureau de recherche géologique et minière. Euh, Chacun d'entre vous avait été copilote de groupe sur les 6 thématiques qu'on a identifiées dans la précédente table ronde, donc la RSE, le guichet unique, l'optimisation des ressources et des réserves, les compétences, leur développement, le fonds pour les générations futures et enfin les retombées économiques. Le thème de cette table ronde, ça va être le nickel calédonien dans le monde. Finalement, en Calédonie, on parle souvent de notre nickel. On l'a vu de façon finalement assez incomplète dans la table ronde précédente. On voit qu'il y a beaucoup de sujets différents. Mais qu'est-ce qu'on pèse réellement? J'ai envie de commencer peut-être par vous, Xavier. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie dans le monde, on sait qu'il y a 25 pays qui produisent du nickel dans le monde aujourd'hui. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un producteur important ou pas? Et producteur de quoi finalement par rapport aux autres? Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, Allez-y. parfait. La Nouvelle-Calédonie est d'abord un intervenant historique dans le monde du nickel et représente aujourd'hui, en gros, on va dire entre 7 et 10%, 8%, on va dire, de la production mondiale de nickel. En 2019, c'est à peu près 2 700 000 tonnes et la Nouvelle-Calédonie pèse grosso modo, on va dire, de 200 000 tonnes. C'est à la fois important, mais c'est également à relativiser. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous comparez cette production globale de l'ensemble des intervenants, qu'ils soient métallurgistes ou qu'ils soient mineurs exportateurs, on représente moins que certaines usines en Indonésie. Et on voit actuellement que les projets qui se développent en Indonésie sont pour certains d'entre eux, et ce n'est pas un, c'est plusieurs, à eux seuls, supérieurs à la production totale de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je dirais qu'on est encore significatif, on l'a été beaucoup plus, mais on n'a pas du tout la même réactivité que notamment les intervenants chinois en Indonésie, qui eux sont capables de monter des projets de plusieurs centaines de milliers de tonnes et de les mettre en place en 2 ans. Voilà, donc ça n'est pas négligeable, mais c'est en passe de devenir de moins en moins important. Alors, du coup, j'ai une question sur les concurrents. Pardon, je vous relance aussi là-dessus parce que ça va nous donner un cadre quand même à la discussion de ce matin. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, ses concurrents en matière de production de nickel, donc c'est l'Indonésie, on l'a compris, mais on entend parler de beaucoup de pays qui se mettent à découvrir des gisements. Qui sont nos concurrents en réalité? Est-ce que c'est une concurrence interne entre les opérateurs de la Nouvelle-Calédonie ou est-ce que c'est une concurrence entre la Calédonie et le reste du monde? Alors, déjà, on va évacuer une question, je considère.
et je parle sous le contrôle de Sarah qui m'arrêtera si je me trompe, il n'y a pas de concurrence entre intervenants de la Nouvelle-Calédonie et qu'au-delà de ce qu'on peut voir de temps en temps comme batailles qui peuvent se situer au niveau politique, lorsqu'on est entre intervenants, on est beaucoup plus dans une logique de recherche de synergie et d'entraide, parce qu'en réalité, les problèmes que nous avons en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas de vendre ce que l'on produit, parce qu'on trouvera toujours acheteur, mais c'est d'arriver à le vendre à un prix qui soit compatible avec nos coûts de revient qui, eux, sont extrêmement élevés. Et là, j'en viens à nos concurrents. Effectivement, il faut distinguer deux types de concurrents. Vous avez les concurrents traditionnels, comme le Canada, comme l'Australie, dans une moindre mesure en termes de coûts de production, la Russie, qui, en tout cas pour les deux premiers, ont des coûts de revient qui sont relativement importants parce qu'ils ont des niveaux de salaire qui sont élevés, parce qu'ils ont des niveaux d'exigence environnementale qui sont comparables aux nôtres, parce qu'ils ont des niveaux de fiscalité, et peut-être qu'on reviendra là-dessus, qui sont comparables aux nôtres, et des pays à bas coût qui, eux, sont en train de dominer le marché, et c'est notamment l'Indonésie qui, à elle seule, aujourd'hui, représente entre 800 et 1 million de tonnes de production, essentiellement dû à des opérateurs chinois, et d'autre part les Philippines, qui eux aussi représentent à peu près 2 fois la production de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je dirais que notre danger, le danger pour nous, ce sont ces producteurs à bas coût et essentiellement l'Indonésie et les Philippines. En Indonésie, pour vous donner un ordre d'idée, pour avoir un opérateur sur mine, ça va vous coûter à peu près 8 fois moins cher qu'en Nouvelle-Calédonie, et avec des contraintes, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sociétales, qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle du nickel, on a vu dans la table ronde précédente l'importance du secteur. Quand on parle du nickel de Nouvelle-Calédonie, on se situe quand même déjà dans un jeu concurrentiel qui est un peu truqué. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un coût du travail qui est plus élevé, parce qu'en Calédonie, les travailleurs sont mieux payés, une meilleure protection de l'environnement. Je me retourne vers France Bailly sur la question de la RSE. Tout à l'heure, on entendait Thierry Sonta nous dire que c'était un atout pour la Nouvelle-Calédonie de valoriser cette partie de la production de son nickel. On vient d'entendre que ça coûte également plus cher. Comment on fait pour aborder cet avantage par rapport à ce qui peut se passer ailleurs dans le monde? Déjà, peut-être première question, on va commencer par le début. Est-ce qu'ailleurs, il y a vraiment moins de RSE qu'en Nouvelle-Calédonie? France, le micro, pardon. Il faut allumer votre micro. Voilà, Pardon. Alors, la question de la RSE dans le monde, effectivement, on a essayé de la creuser dans le cadre de notre groupe de travail. On s'aperçoit en fait que cette notion est finalement relativement récente, même si la notion existait bien longtemps. Au niveau mondial, quand on parle de RSE globalement depuis le début des années 2000, notamment l'Union européenne a commencé à définir la RSE en 2001 et a édité un livre vert de la RSE à l'intention des entreprises de l'Union européenne. Et depuis donc le début des années 2000, il y a beaucoup d'initiatives pour essayer de cadrer, de donner un périmètre à cette notion, et puis à éditer des référentiels qui puissent aider les entreprises à aller vers cette démarche. Notamment, il y a un travail qui est très fondateur, c'est celui de l'ISO, donc l'organisme ISO qui s'occupe de la standardisation internationale et d'éditer des normes internationales. Donc, en matière de RSE, en 2010, l'ISO a édité la norme 26000 qui donc donne un cadre à la RSE, définit ce que sont les 7 enjeux de la RSE, donc 6 enjeux autour de la gouvernance en matière de droit du travail, en matière de droits de l'homme, en matière d'environnement, en matière de loyauté des pratiques aussi, corruption, etc. Enfin plutôt lutte contre la corruption, pour le coup, relations avec les consommateurs et puis bien sûr relations avec les communautés locales, développement local. Donc en fait dans cette norme ISO 26000, il y a pour chacun des secteurs d'activité des indications de référentiels qui s'appliquent, et en particulier pour l'industrie extractive, il y a le référentiel qui a été édité par l'initiative de transparence des industries extractives
des mines, enfin mines et métaux, l'ICMM, qui est bien reconnu par la profession et qui propose un cadre, mais qui est très large en fait, des bonnes pratiques en matière de RSE. Alors, Donc, comment la Calédonie se situe dans ce tableau-là? Est-ce voilà. que on est dans le haut du tableau ou pas? On est où? Alors, bien sûr, ce cadre s'applique à des entreprises qui sont dans des pays développés, comme disait tout à l'heure Xavier Gravela, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, mais s'applique aussi à des activités qui se déroulent dans des pays en développement. Et donc, du coup, effectivement, la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'un corpus de réglementation, notamment par rapport à l'environnement, par rapport aux activités minières en général, avec le code minier depuis 2009, les codes de l'environnement, la Nouvelle-Calédonie se place plutôt bien dans ce cadre très large. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est à faire, et notamment, on a effectivement un cadrage des activités en matière environnementale qui est assez fourni, même si on peut encore, bien sûr, redire des choses dessus et puis l'améliorer. Bien sûr, par rapport au code du travail, on a un code du travail qui correspond à un pays développé. Le coût du travail est important, l'encadrement sanitaire, sécuritaire, etc. En termes de relations avec les communautés locales, il y a peu de cadrage finalement. On s'aperçoit qu'il y a peu de cadrage, il y a beaucoup de choses qui se font certainement, comme l'a dit Catherine tout à l'heure. Mais finalement, il n'y a pas de cadre réglementaire qui donne un périmètre aux actions. Les actions de RSE en matière de développement des communautés, de relations avec les communautés, les entreprises en fait ont libre initiative de faire ce qu'elles souhaitent ou ce qu'elles trouvent bien de faire par rapport à la diversité des contextes locaux. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui sont effectivement à améliorer si on veut encore grimper dans l'échelle de cette RSE et des pratiques. C'est certainement l'engagement des activités minières et des compagnies dans la transition énergétique. Pour l'instant, c'est encore un souhait, mais ça n'est pas encore effectif. Donc, accompagner la STANC au travers de l'activité minière. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui ressort, et Catherine en a parlé tout à l'heure, c'est la transparence, en fait, de ce qui est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais finalement, il y a peu de communication, peu de transparence. Il n'y a pas, par exemple, de reporting des activités des compagnies minières par rapport à leurs actions sur l'environnement et leurs relations avec les communautés locales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pénalisant finalement, parce que peut-être des choses se font, mais finalement, elles ne sont pas visibles, et elles ne sont pas non plus visibles à l'international du coup, et encore moins au niveau local. C'est un point très intéressant parce que tout à l'heure, le président du gouvernement insistait sur sa volonté de poser comme objectif finalement de valoriser un peu cet aspect du nickel calédonien. Thierry Redon, j'ai envie de me retourner vers vous. Tout d'abord, bienvenue. Merci d'être avec nous malgré cette heure tardive, je le sais, chez vous au Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, vous identifiez des tendances en matière de politique RSE dans les grandes entreprises minières, ou est-ce qu'on est un petit peu dans une offre à la carte? Quelle est votre vision par rapport à ça? Clairement, on est dans une offre à la carte. Hein. C'est toujours, en fait, ça dépend beaucoup du rapport de force qui existe entre les communautés locales et les minières. Moi, je dirige un projet on essaye de comparer ce qui se passe un petit peu d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, en Australie, Canada et Scandinavie. Et clairement, les compagnies s'adaptent à leur environnement. C'est ce qu'on peut voir. Glencore, qui est chez vous, dans la mine à Cognarbo, est aussi au Canada, donc je les connais bien. Et évidemment, ils ont des politiques extrêmement différentes. Il y a des cas bien pires. Hein. Il y a un cas entre le Canada et le Guatemala, où du côté du Canada, la minière est un citoyen exemplaire, mais du côté du Guatemala, c'est dramatique. C'est une question de droits humains. Donc ça, on le voit. Donc je pense qu'on ne peut pas compter nécessairement sur les compagnies minières pour mettre en avant les meilleures pratiques, et elles vont s'adapter. C'est pas parce qu'elles s'adaptent à leur environnement, parce qu'évidemment, c'est le profit, c'est les actionnaires qui sont importants, clairement. Et ça, c'est ce qui me frappe là-dedans. C'est finalement quand le rapport de force est important. Ça, on le voit dans certaines régions d'Australie, pas partout, au niveau de la reconnaissance des droits, notamment des communautés locales et des autochtones. Même chose au Canada.
Donc là, elles s'adaptent et elles ont des politiques de RSE qui sont, et en matière sociale, parce que c'est peut-être ça la différence. Moi, je travaille surtout sur l'aspect social, parce que l'environnemental est souvent très couvert, parce qu'il y a des lois sur les questions de, justement, sur les impacts environnementaux, et tout ça est couvert dans les études d'impact. Donc ça, en fait, en général, il n'y a pas vraiment de problème. Mais pour ce qui est de la responsabilité sociale d'entreprise, en fait, c'est une danse assez particulière, hein. Puis j'aimerais mettre un lien avec l'acceptabilité sociale, parce que c'est un peu ça. La responsabilité sociale de l'entreprise, ça, c'est du côté de l'entreprise. Et en fait, ce qu'elle essaye de faire dans le social, c'est d'avoir l'acceptabilité sociale pour son projet. Et donc, c'est vraiment… Mais sauf que ce n'est pas parce qu'une compagnie essaye de promouvoir cette activité sociale qu'elle va arriver là. Il y a plusieurs cas où la compagnie a fait tous les efforts qu'elle voulait, mais si le projet est inacceptable, mais il reste inacceptable. Donc, c'est pas nécessairement… chacun a une espèce de… il y a un rapport de pouvoir justement entre communautés locales, mais dépendant de la reconnaissance des droits. On le voit un peu chez vous, là, entre la mine du Nord et la mine du Sud, bien qu'en ce moment, entre Goro et Cognambo, là, il y a des différences marquantes. Au Canada, on a les mêmes éléments, mais sauf que nous, on est dans un cadre dans lequel les droits autochtones sont reconnus. Quand on regarde en Norvège, c'est plus compliqué de ce côté-là, même s'il y a un rapport de force des Samis qui existe, hein, sur les questions minières, mais en Suède, pas du tout. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'environnement qui dépend, qui crée, et la minière s'adapte à son environnement. C'est ce que je pourrais dire. C'est ce qu'on voit très clairement en faisant des études comparatives. Alors, c'est intéressant. Moi, du coup, ça me rapproche du rôle de l'administration, puisqu'on a vu, hein, dans l'état des lieux, dans la table ronde précédente, que l'administration avait justement ce rôle de faire en sorte que chacun respecte ou soit accompagné pour respecter les lois dans les différents domaines. Sarah Manzanares, je me retourne vers vous. Est-ce que quand on parle de valoriser dans le monde l'aspect RSE finalement du nickel calédonien, est-ce que le guichet unique serait pas aussi une façon de répondre et de garantir finalement, de cautionner cet effort des industries ou pas? Oui, ça pourrait l'être dans le sens, mais la situation est un petit peu différente, hein, parce qu'au Canada, c'est véritablement les cours sont indépendantes. Les décisions qui sont prises dans la Cour suprême du Canada, qui permettent une reconnaissance des droits des Autochtones, leur donnent une certaine capacité. Dans le système français, c'est beaucoup plus difficile parce que, évidemment, les cours sont beaucoup moins indépendantes que dans un système de common law, là, comme on peut l'avoir. Donc, je pense que ce serait important, clairement, parce que ça, on le voit de plus en plus, on le voit dans le domaine forestier, là, c'est un domaine dans lequel je travaille, où il y a une espèce de certification. Une certification qui est une certification de coupe forestière qui respecte le milieu local et les communautés. Et ça a une valeur. Justement, c'était ça la question. Alors, du coup, je l'avais adressée à Sarah, mais votre réponse me Oui, permet… pardon, excusez-moi. Non, non, merci Thierry, aucun problème. La question, c'est effectivement, du coup, je modifie un peu ma question. Sarah, pardonnez-moi. Est-ce que demain, le guichet unique, ça peut être une façon de labelliser le nickel calédonien? Pourquoi pas? L'intérêt principal à travers le guichet unique, c'est d'avoir une meilleure vision globale de tous les enjeux au sein du même projet. Donc, une visibilité sur les démarches et une amélioration dans la cohérence d'ensemble en fait, de nos projets. Et comme cela a été évoqué précédemment, sans perte qualitative justement des prescriptions. Alors c'est intéressant. On va revenir sur ce sujet après. Je voudrais passer sur une question qui m'a semblé très importante dans le processus de travail Nickel NC des derniers mois, c'est la question de la formation. Sylvie, je me retourne vers vous, Sylvie Dussel. Est-ce que quand on voit aujourd'hui, par exemple, quand on fait un démarrage d'usine, on sait qu'on va voir arriver souvent des équipes dominicaines sur certaines expertises, on voit des pays qui ont une expertise ou voire une expérience reconnue. Est-ce que est-ce que vous avez constaté ça dans vos travaux ou est-ce que c'est simplement une perception qu'on a, nous, vue de la Nouvelle-Calédonie? Et est-ce que demain, sans aller trop loin sur le deuxième sujet qui sera dans les perspectives, mais est-ce que demain, nous aussi, on pourrait prétendre à avoir une forme d'expertise qui s'exploite?
Alors, je pense déjà qu'il ne faut pas confondre la construction et l'exploitation, hein, typiquement d'une usine. En termes de construction, c'est des questions aussi de volume et de personnes qu'on n'avait pas forcément ici en Nouvelle-Calédonie sur les 3 usines. Sur des chantiers beaucoup plus restreints, sur des centrales ou d'autres chantiers, on peut avoir la compétence à partir du moment où on mutualise les moyens. Donc, c'est aussi intéressant en fait l'idée du guichet unique, hein, parce que je relancerai là-dessus également sur pourquoi pas utiliser un guichet unique pour faire une GPEC, donc une gestion prévisionnelle des emplois et compétences de manière territoriale. Mais pour répondre à la question de est-ce qu'on peut un jour prétendre à exporter nos expertises, oui, je le crois sincèrement. On a aujourd'hui quand même des usines 3 usines de niveau international qui fonctionnent. Il y a de l'expertise en termes d'extraction minière. Pourquoi pas? C'est un sujet et je pense qu'effectivement, l'intérêt du guichet unique, des certifications, de la RSE, d'avoir vraiment un outil commun qui montre les compétences, la technicité et la capacité de la Nouvelle-Calédonie à répondre sur des marchés internationaux. Donc oui. Merci, merci Sylvie. Je me retourne vers vous, Thierry, à nouveau, pour peut-être un rapide élément. Je vais interroger juste après sur la question de la contribution des secteurs nickel dans d'autres pays. Vous, dans vos travaux, la formation, vous estimez que ça fait partie de la contribution du secteur? Oui, bah, en fait, toutes les entreprises canadiennes en font, hein, ça c'est très clairement. Il y a un manque de main-d'œuvre du côté du Canada, donc les plans de formation font partie des ententes en fait, que les compagnies minières, j'en ai pas beaucoup parlé, mais au Canada, on a ce qu'on appelle les ERA, les ententes sur les répercussions et avantages, là, qui ressemblent un peu au grand pacte que Valais avait signé. Là. Pas que du Grand Sud, oui. Oui, c'est ça, le pacte du Grand Sud, pardon. Donc, c'est un peu sur le même principe et ce sont des ententes qui, en général, prévoient de la formation pour assurer qu'il y ait des emplois locaux. Parce que sinon, évidemment, c'est du fly-in, fly-out qui vient. Sur ce qu'on s'aperçoit maintenant, un peu partout dans l'industrie minière, c'est le fly-in, fly-out qui est en train de gagner. Pardon, fly-in, fly-out, pour ceux qui nous écoutent, on fait venir des travailleurs qui viennent sur des périodes assez longues et après qui repartent et qui reviennent. Donc, c'est ce qu'on appelle des expatriés chez nous. Allez-y, Thierry. Oui, ben, expatriés, mais c'est un peu plus, parce que c'est des périodes de 14 jours d'habitude, donc c'est des 14 jours par avion et qui reviennent. Donc ça, c'est en fait, toutes les compagnies minières au Canada fonctionnent maintenant là-dessus. Là. En Australie, en grande partie, à part dans le Queensland où ils l'ont interdit, mais il y a une difficulté à entretenir. C'est ça. Mais en même temps, la formation, ça sert l'entreprise, hein. Ça ne sert pas les communautés. Ça les sert sur le court terme, évidemment, ça crée des emplois, mais le problème, c'est que les mines, elles ferment toutes. Hein. Ça, comme vous devez le savoir, là, les mines ont une durée de vie. Et en fait, ce qui est plus intéressant et ce qu'on voit négocier de plus en plus, c'est par exemple des scholarships, des bourses d'études qui sont données pour que des jeunes des communautés puissent se former dans ce qu'ils veulent et pas nécessairement dans la mine. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, pour le développement d'une communauté ou d'une région, c'est beaucoup plus important que de former pour la mine parce que, en tout cas, notre expérience au Canada est très claire. Je sais que vous avez plusieurs mines qui ouvrent et il y a une rotation, mais on voit dans d'autres régions du monde, les mines ont une vie de 20, 30, 40 ans, on ferme, mais ensuite, c'est ça, les gens doivent se délocaliser. Et ça, c'est très difficile dans le nord du Canada parce que c'est des communautés qui ne sont pas très mobiles historiquement. Donc, quand la mine ferme, il faut trouver autre chose. C'est intéressant cette notion de contribution par la formation qui dépasse finalement les besoins de l'entreprise elle-même. Je pense qu'on y reviendra et la semaine prochaine parce qu'à mon avis c'est un sujet qui fera également débat. Xavier Gravela, je me retourne vers vous puisqu'on parle de contribution. Vous avez été copilote dans le groupe des retombées économiques des activités minières et métallurgiques. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui c'est même pas est-ce qu'on peut estimer, c'est comment on peut évaluer le niveau de contribution du secteur nickel en Nouvelle-Calédonie par rapport à d'autres pays producteurs dans le monde? Alors, ça dépend de ce que vous appelez niveau de contribution, parce que c'est assez complexe si vous parlez d'une contribution globale telle qu'il ressort de l'étude qu'a menée l'ISEE, où là, on part vraiment d'une analyse fine des données de chaque entreprise pour arriver à voir de quelle manière l'industrie irrigue l'économie calédonienne. Et on voit à cette occasion quelle est l'importance de ce secteur.
Ce qu'on peut assez facilement comparer, en revanche, c'est la contribution aux finances publiques, Au qui serait fiscal. quelque chose sur lequel le CIM a travaillé et sur lequel, je pense, les données seront rendues publiques assez rapidement Le et CIM, qui c'est le montrent syndicat des industries de la mine. Pardonnez-moi, je précise pour ceux qui... pardon, et qui montre en réalité que la Nouvelle-Calédonie se situe dans le haut du panier en termes de contribution. Le problème, et c'est ce qui ressort un peu de toutes les interventions qu'on peut avoir de la part du public, c'est le sentiment que le nickel ne contribue pas. En fait, ce sentiment vient de plusieurs choses. D'abord, du fait que cette contribution est extrêmement diluée dans tout un tas de prélèvements, de taxes, de contributions sociales. Et d'autre part, et surtout, et ça c'est une position forte de la profession, le système de collecte de la contribution publique est très mal fléché vis-à-vis des populations qui sont concernées. En d'autres termes, les communes minières sont très mal loties quand on regarde la masse financière qui est injectée en termes de finances publiques, dans lequel j'inclus, et c'est essentiel, les cotisations sociales, qui sont comment dirais-je, des fonds à caractère de fonds publics. Quand on voit cette masse et quand on voit au final ce qui retombe dans les communes minières, il y a un réel sujet et c'est une recommandation forte de la profession, une volonté de revoir complètement le fléchage des fonds publics vers les communes minières. Donc plus de lisibilité pour finalement valoriser la contribution qui existe. Et vous, ce que vous nous dites, ce que je comprends, c'est que du point de vue fiscal, on est plutôt parmi les pays où le secteur contribue de façon importante à l'économie du pays. Dans l'étude qui a été faite, on est dans le top 2-3, quoi, hein. Donc, on est et vraiment beaucoup plus que certains autres pays, mais simplement, il y a ce sentiment que ça n'est pas le cas. Et ça, il va falloir vraiment le faire comprendre. On revient une nouvelle fois sur la question de la perception, sur la communication. Augustin, j'ai envie de me retourner vers vous. Euh, Quand on parle de la question du fonds nickel en Calédonie, on a l'impression qu'on a 20 ans de retard. Euh, j'ai envie de vous poser une question simple. Combien de fonds nickel existent dans le monde à l'heure actuelle? Bon, on a allez, plus de quasiment 200 fonds souverains. Après, voilà, comme le disait Dorian lors de la précédente table ronde, faut comprendre la création, l'initiative de ces fonds souverains. On identifie deux grandes générations. La première qui date des années 70, avec des fonds principalement qui tiraient leurs revenus issus de l'exploitation d'hydrocarbures, pétrole et gaz majoritairement, et qui ont été créés dans la logique de lisser, voilà, de prémunir les nations des fluctuations de ces matières premières. Et ensuite, la seconde génération qui est intervenue voilà, plus au début des années 80 avec des fonds ouais, où la logique était plus de mettre de côté les excédents commerciaux pour aller placer dans une logique d'investissement. Voilà, on refait l'historique. Et pourquoi au niveau, après, voilà, pour faire le focus sur les fonds souverains assis sur de la ressource minérale, voilà, parmi nos recherches, on en a identifié 6 principaux. On a, pour exemple, le fonds du Chili, l'Economic and Social Stabilization Fund, qui est le plus gros en matière, voilà, en matière de revenus issus de la mine, avec 14,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion, créé en 2007. C'est un des plus gros fonds du monde, en l'occurrence. Ouais. Voilà, ouais, exactement. Et après, voilà, on a plutôt des petits fonds ouais, qui tirent leurs ressources d'un seul type d'exploitation. Donc, ça peut être par exemple le Botswana avec les revenus issus de l'exportation des diamants, la Colombie avec les revenus issus des exportations de l'or, un modèle historique qui est le fonds des îles Kiribati, qui a été le premier fonds souverain créé en 1954, si je ne dis pas de bêtises,
et qui, lui, tirait ses revenus du phosphate. Et ensuite, les deux derniers, pour finir la liste des 6, avec l'Australie, le Western Australian Future Fund, qui a été récemment créé en 2012 et voilà, qui tire ses revenus là de plusieurs sources minérales. Et le fonds mongolien, pareil, qui tire ses revenus à la fois de sources minérales, mais également de sources hydrocarbures, pétrole et gaz. Donc, voilà, on voit que… C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la ressource du pays et des aspirations de l'échelon politique à ce moment-là, il y a un fonds qui a été ou pas constitué. C'est un peu ça que je comprends de votre. C'est totalement ça. Et après, voilà, on voit que les fonds assis sur des revenus minéraux sont relativement récents, à l'exception de Kiribati, qui date, voilà, il date pour la majorité après 2005. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais fait le préambule sur les différentes générations de fonds. On a l'impression que voilà, la question des fonds assis sur le minerai est plus récente que les fonds précédents, que les générations précédentes. Peut-être pas totalement en retard. Donc voilà, beaucoup disent nous citent un peu en exemple qu'on travaille dessus depuis le début des années 2000, mais voilà, il n'y a pas, comme vous dites, on n'est peut-être pas en retard. Après, voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions au niveau du fonds pour les générations futures qu'on voudrait voir implémenter en Calédonie. Et les deux principales questions seraient quel est notre objectif prioritaire? Donc, pour reprendre les exemples cités, est-ce qu'on veut un fonds conjoncturel qui nous permet de lutter contre les fluctuations du LME? Est-ce qu'on veut un fonds voilà, plutôt à caractéristiques environnementales? Et là, ce serait plutôt une volonté de muscler le fonds nickel existant pour la réhabilitation des anciens sites miniers. Ou est-ce qu'on veut un fonds qui aille faire voilà, de l'investissement extraterritorial et qui vienne dynamiser les revenus de la Nouvelle-Calédonie? Et après, la deuxième question, c'est s'entendre sur la gouvernance. Donc voilà, je pense que c'est ces deux grandes principales questions qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, on travaille encore à l'implémentation de ce fonds. Alors j'ai une question peut-être un peu générale, qui s'adresse quand même plutôt à Thierry Redon et Xavier Gravela, mais sentez-vous libre de réagir. Est-ce que nous, en Nouvelle-Calédonie, on est essentiellement une production autour du nickel. Est-ce qu'il existe des produits demain? Est-ce qu'on aura possiblement sur les secteurs clés moins ou quasiment plus besoin de nickel? Est-ce qu'il y a il y a des pays concurrents, mais est-ce qu'il y a des produits concurrents? Je ne sais pas, Thierry ou peut-être même Vincent sur le BRGM, peut-être vous avez une vision là-dessus, je ne sais pas. Pour un politicologue, c'est un petit peu compliqué cette question. J'avoue que je regarde plus comment fonctionnent les mines et leur relation avec les communautés que les marchés d'avenir. Mais bon, il y a beaucoup de mines de nickel, ça c'est clair. La demande est là, on le voit au Canada. Là, Raglan, qui est Glencore, ouvre encore des mines, développe tout un pan. Donc, pour l'instant, il y a un marché, clairement. Après, évidemment, c'est les coûts d'exportation et c'est la distance par rapport au marché qui vont les acheter. Pour l'instant, les Chinois surtout. Le marché chinois, 70%. Ouais. Xavier, peut-être? Oui, c'est quasiment impossible de répondre à cette question parce qu'en réalité, tout ça dépend des progrès technologiques, de ce qu'on va avoir demain comme solution pour répondre aux défis et notamment aux défis de la transition énergétique. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que plus le nickel sera cher, plus l'industrie cherchera le moyen de s'en passer. C'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est impossible de répondre à cette question, de savoir si on aura besoin de nickel ou non demain. Mais dans la mesure où c'est impossible d'y répondre, il faut aussi se poser la question de savoir si on continue à faire reposer l'économie de la Nouvelle-Calédonie essentiellement sur le nickel. Absolument, justement, c'est un peu ça que je voulais ouvrir comme discussion, puisque moi j'entends que finalement une partie de la contribution repose sur les excédents commerciaux, donc ça veut dire sur la faculté des entreprises finalement à fonctionner et à injecter dans l'économie.
L'optimisation des ressources aujourd'hui vise, Vincent Mardel, précisément à ça, et ce n'est pas le cas seulement en Nouvelle-Calédonie, c'est partout dans le monde. L'industriel, vous l'avez dit tout à l'heure, il cherche à optimiser pour avoir le meilleur revenu possible, c'est ça? Oui, alors on a vu une première optimisation sur les ressources qui s'est mise en place, d'ailleurs récemment en Nouvelle-Calédonie, avec la mise en place de nouveaux moyens d'investigation pour essayer de reconnaître les ressources. Sur la partie optimisation des réserves, qui est donc la partie optimisation du processus, à la limite industrielle, je ne veux pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Xavier Gravelat, évidemment, sur la vision que l'on a de l'usage et du marché économique. En revanche, on peut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on a une spécificité qui est liée à la manière dont on évalue et dont on certifie nos réserves. Si je dois apporter quelque chose par rapport au contexte mondial, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, lorsque l'industriel établit ses réserves, il l'établit à travers une codification et une méthode qu'a mis en place le Code minier de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas forcément une méthode universelle dans le monde de l'industriel, où d'autres codes d'évaluation des réserves existent. Et il y a peut-être aussi dans les processus que citait Xavier, de valorisation et de coût, cette harmonisation des méthodes d'évaluation des réserves, des estimations des réserves, qui positionne un petit peu la ressource et la réserve économique sur le marché. Donc c'est aussi une réflexion qui peut être faite sur le contexte mondial par rapport au contexte néo-calédonien. On a quelques spécificités en Calédonie, par exemple sur ce paramètre économique qu'est l'estimation des réserves. Moi, j'entends deux tendances qui se dégagent dans ce que vous amenez par rapport au positionnement de la Nouvelle-Calédonie dans le monde. J'entends d'abord la question de la RSE qui est déjà difficile à vendre en Nouvelle-Calédonie. Comment la vendre au niveau mondial et comment la faire partager? Ce serait ma première question. Alors, vous êtes plusieurs à pouvoir y répondre, donc je vous en prie, lancez-vous. Puis ma deuxième question, ce serait peut-être sur le rapport qu'il y a entre d'un côté où finalement on a tendance à demander beaucoup plus de contributions au secteur de tout ordre, en formation, en RSE ou simplement en fiscalité, alors qu'on entend beaucoup parler finalement des pertes de ces acteurs. Et je me demandais s'il n'y avait pas là finalement une opposition en termes d'argumentaire. Peut-être sur la RSE, est-ce qu'il y a une réaction? Oui, Thierry peut-être ou... Ah, France? Allez-y, France, je vous écoute. France Bailly. Sur la RSE, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est le reporting. Donc, c'est vrai qu'en Calédonie, on fait beaucoup d'efforts pour améliorer, et il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les pratiques pour qu'elles soient plus vertueuses, mais il y a surtout beaucoup d'efforts aussi à faire pour la diffusion et puis pour la divulgation de ce qui est fait. Et si on avait déjà un reporting structuré de ce que font les entreprises en matière d'environnement et de sociétal, eh bien, il y aurait une meilleure visibilité au niveau local et certainement également au niveau international. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci, Je France. pourrais dire que Oui, Laurent, allez-y. en fait, le fait beaucoup. Hein. Moi, je suis abonné à leur bulletin. Tous les mois, ils nous font un rapport sur toutes leurs activités justement de RSE. Donc, eux, ils ont compris que finalement, ça a une valeur, hein, clairement. Mais aussi, en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'ils veulent conserver, il faut qu'ils maintiennent un partenariat avec les communautés locales. Parce qu'ils ne sont là qu'à cette condition-là. Donc, il faut qu'ils maintiennent une acceptabilité sociale du projet. Là. Ils ont dû renégocier des ententes, etc. Donc, ils sont dans cette situation-là, puis ils le comprennent bien. Je pense que c'est ce que je disais encore, les compagnies ne sont pas vertueuses en elles-mêmes. C'est des compagnies qui sont là pour faire des profits pour leurs actionnaires. Donc, je pense que là-dessus, il faut quand même trouver des moyens de changer le rapport de force pour que s'assurer qu'il y ait une partie de RSE qui soit faite et qui soit négociée avec les communautés. Parce que c'est aussi ça, hein, c'est que la RSE, c'est souvent décrété d'en haut. On va faire ci, on va faire ça. Mais quand la RSE qui fonctionne, c'est celle qui est négociée. Pour savoir c'est quoi les priorités et justement, il faut que la compagnie, on l'a fait là, finalement dans le pacte du Sud, là, c'est ce qui s'est passé, il y a eu une négociation, bon évidemment avec un rapport de force, mais et je pense que c'est ça qui fonctionne le mieux, là, simplement. Donc, en parler, oui, mais s'assurer que ça arrive aussi.
et que vraiment les questions sociales sont… et qu'il y ait des retombées sur les communautés locales, parce que c'est aussi ça. Souvent, les retombées sont sur la région, mais pas nécessairement sur les communautés locales. Oui, donc ça, c'est pas endémique, si je puis dire. C'est-à-dire que ça se retrouve ailleurs dans d'autres zones où la retombée n'est pas forcément très ciblée. Augustin, vous avez demandé la parole. Bon, je voulais continuer sur la parenthèse RSE et reprendre le propos introductif du président du gouvernement, M. Santa, sur le fait que la Calédonie a une véritable carte à jouer au niveau du verdissement de la mine. Et ouais, je pense que on sait un peu l'impact qu'a le secteur minier, l'industrie extractive, l'industrie de transformation sur l'environnement. Et ouais, au travers, maintenant, on est sur la course à la transition énergétique. Tous les fournisseurs demandent une démarche RSE de l'ensemble des producteurs les plus en amont, dont fait partie la Calédonie avec son nickel et le cobalt. Donc, je pense on voit que c'est comme ça que pourra se démarquer l'industrie minière et métallurgique de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, en proposant sur la métallurgie, qui sont des outils électro-intensifs, des solutions de production énergétique renouvelable. On peut être à la pointe sur ces sujets avec des solutions pour verdir notre production métallurgique. Merci Augustin. Xavier, vous avez également demandé la parole, je vous en prie. Vous avez grave là. Oui, merci. Je voulais réagir sur deux choses. D'abord, en termes de reporting, France Bailly disait qu'il y avait peu de reporting. Je voudrais qu'on distingue la partie environnementale, où là, on a un reporting extrêmement précis, systématique, annuel, que nous devons, de par la réglementation à la DIMAC, le distinguer de nos actions, on va dire, sociétales, c'est-à-dire les actions que l'on va mener directement auprès des populations qui sont autour de nos gisements, et où là, effectivement, vous avez deux types de manières de faire. Vous avez des entreprises dont c'est un axe majeur de communication, et d'autres qui le font de manière, on va dire, plus discrète, et ça concerne exclusivement le voisinage et pas le grand public. Et la deuxième réaction que je voulais avoir, c'est sur le sujet de l'avantage que pourrait avoir la Nouvelle-Calédonie de vendre un nickel vert, aux deux sens du terme. C'est effectivement intéressant. D'abord, on le doit pour la Nouvelle-Calédonie, mais ensuite, en termes commerciaux, encore faut-il trouver quelqu'un qui veuille acheter ce label et surtout qui soit disposé à le payer. Or, effectivement, si vous vous adressez à des entreprises allemandes ou à Tesla ou à des choses comme ça, ils vont y être très attentifs, mais il ne faut pas oublier que le plus gros consommateur de nickel dans le monde, et qui en consomme plus de la moitié, c'est la Chine, et que là, vous pouvez lui apporter n'importe quel argument, pour l'instant en tout cas, et à mon avis pour un certain temps, ils ne vont pas vous payer cette particularité. Et ce d'autant que quand vous regardez notre production, si je mets de côté l'usine du Sud qui produit un nickel qui est a priori destiné aux batteries, pour le reste, c'est essentiellement du ferronickel. Et le ferronickel, c'est essentiellement la Chine. Et la Chine, vous pouvez lui mettre un label vert, rouge, bleu, jaune. Elle le payera toujours le moins cher possible. Merci, merci Xavier. J'ai envie de passer aux questions parce qu'on en a déjà pas mal qui arrivent et j'aimerais bien qu'on ne mette pas trop de côté. J'ai une première question d'Estelle Bonnet-Vidal qui nous demande s'il n'y a pas moyen d'avoir une vraie réflexion sur le transfert et le partage de connaissances. Elle fait allusion notamment au fait qu'on a accumulé beaucoup de savoir scientifique et que peut-être qu'il est temps de mieux partager et transférer ces connaissances. Est-ce que c'est une question à plusieurs étages? Il y a une question formation et puis une question industrielle. Alors je ne sais pas, je voyais Sarah, peut-être vous hochez la tête, c'est aussi une question administration. Peut-être, je peux vous donner la parole et puis après Sylvie. Alors, effectivement, en termes de partage de connaissances, nous avons aujourd'hui un outil, le CNRP, où nous travaillons de concert justement avec les chercheurs et tous les mineurs et les métallurgistes, où nous fournissons toutes nos données
de retour d'expérience, des années d'études et d'expertise, que ce soit en environnement, en exploitation, en technologie, en sociétal. Et nous travaillons tous ensemble justement sur des thématiques bien précises pour nous permettre d'optimiser et de standardiser certaines méthodologies. Nous avons eu le cas récemment sur l'exploration avec l'électromagnétisme qui a été réalisé à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Tous les acteurs en fait, du secteur ont joué le jeu et ont créé une certaine synergie. Donc le CNRP est une porte actuelle d'entrée où nous partageons toutes nos connaissances et les informations dont nous disposons, entre autres. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse complémentaires, Sylvie ou France, ou est-ce que je passe à la question suivante? Non, moi, par rapport au transfert de compétences, je pense qu'il y a effectivement, comme disait tout à l'heure Lucia, on a encore beaucoup d'experts qui viennent pour régler un certain nombre de problèmes ou de technicité. Je pense que ce serait vraiment intéressant aujourd'hui de mettre en place des systèmes qui permettent un vrai transfert de compétences de ces experts-là quand ils viennent sur la compétence en local. Donc, peut-être créer alors, je ne sais pas comment, hein, mais créer un système qui fait que quand on a des gens extérieurs qui viennent avec leurs compétences, mais qui ne repartent pas avec et qu'on évite peut-être ce flying, fly-out qu'on voit dans d'autres pays du monde. Alors merci, j'ai une question d'Eric. Eric nous dit, c'est une vraie question que doivent se poser pas mal de personnes. Est-ce que les pays producteurs à coûts élevés, dont la Calédonie fait partie, peuvent disparaître au profit des pays à bas coût? Question un peu générale, j'imagine que Xavier a un avis, peut-être également Sarah ou encore Vincent, je ne sais pas. Oui, un avis assez tranché sur la question, évidemment. Ça c'est clair. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé sur certaines autres matières premières. Je prends l'exemple des terres rares, mais pas seulement. Il y a d'autres matières premières où effectivement la Chine a fait disparaître l'ensemble de la concurrence de la planète. Donc oui, évidemment, c'est un risque, et c'est un risque d'autant plus élevé pour notre pays, parce qu'au-delà du fait que nous sommes un pays cher en termes de coût de revient, on est loin de tout. Et aujourd'hui, si vous voulez, si vous prenez l'exemple des Philippines, ils sont capables de produire du minerai à moins de 1%, parce qu'ils ont une main-d'œuvre qui n'est pas chère et parce qu'ils ne sont pas très loin de la Chine. Nous, c'est totalement inenvisageable déjà en termes de coût de production, mais au-delà de ça, on aurait une matière première qui vaut 2 fois moins que le coût du fret. Alors, pour que tout le monde comprenne, 1%, il s'agit de la teneur en nickel, il s'agit de ce qu'on appelle des minerais pauvres. Donc, pour que tout le monde minerais très pauvres. Minerais très pauvres. Vendu moins cher que d'autres minerais. Voilà. Donc oui, bien sûr, les pays industrialisés, les pays à coût élevé peuvent voir leur industrie disparaître, évidemment. Question de Séverine, qui nous demande si une certification sociale et environnementale, on revient sur la question du label un petit peu, ne permettrait pas de créer une sorte de niche pour être plus compétitif par rapport à d'autres pays moins respectueux des droits environnementaux et des droits humains. Tout à l'heure, ça a été abordé par Thierry. J'ai envie de faire réagir Thierry peut-être à ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Bon, dans le cas de minier, il n'en existe pas pour l'instant. En fait, il y a une norme qui est de l'ISM. Dans le domaine forestier, il en existe une depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, et ça fonctionne assez bien. Bon, il y a des enjeux là-dessus. Clairement, il y a eu quelques problèmes, mais c'est une certification qui permet, sur le bois, qui est une matière où il y a beaucoup de compétition, mais qui permet de le vendre à des prix plus élevés, là, parce que ce n'est pas la Chine qui est le marché principal, peut-être aussi. Donc ça, c'est un avantage. Non, oui, donc clairement, je pense qu'une norme sociale a une valeur de toute façon, pourrait avoir une valeur sur certains marchés, mais pas tous les marchés, là, comme quelqu'un le disait. J'aimerais peut-être aussi rebondir sur la question, là, parce que quelqu'un a mentionné, est-ce que vous pourriez perdre, vous êtes un producteur de nickel finalement à haut coût. En fait, c'est aussi la mono-industrie. Hein. Nous, on a l'exemple en Alberta là, de producteurs de pétrole là, qui est en train de prendre qui n'a pas eu de fonds souverains, d'ailleurs, qui n'a pas fait de fonds souverains, qui a vécu dans la largesse pendant 10 ans, pas d'impôts, pas de taxes, rien. Bon, en tout cas, là, c'est une catastrophe totale. Parce que évidemment le pétrole, d'une part parce qu'il y a eu d'autres productions moins chères, dont le pétrole de schiste,
qui a fait Donc ça, c'est vraiment quand même, on le voit un peu partout, hein, une seule industrie, c'est extrêmement dangereux pour n'importe quel pays ou région. Parce qu'on est à la merci des marchés extérieurs. Alors justement, j'ai une question, puisque vous abordez la question du fond, une question de Calédonia encore, qui nous demande dans quelle mesure les opérateurs miniers, donc là, question dans le monde, sont favorables à un fonds, sur quelle contribution et est-ce une redevance spécifique? Donc en gros, la question de l'acceptation globale de l'exercice du fonds par d'autres opérateurs dans le monde, dans les pays producteurs de nickel. Peut-être Augustin, si vous avez des éléments là-dessus. Si je comprends bien la question, c'est quel est le niveau d'acceptation des opérateurs miniers et métallurgiques pour générer un peu, pour accepter une taxe supplémentaire qui viendrait abonder un fonds. C'est l'idée. Je sais pas si je suis le mieux placé pour cela. Moi, je vais reprendre un peu ce que disait Monsieur Gravela en introduction sur le constat de la pression fiscale qui existe déjà sur le secteur. Je pense qu'il y a une volonté commune. Après, comme je disais, c'est une question éminemment politique. Il faut vraiment définir pourquoi on veut un fonds et quelle gouvernance on peut lui donner. Après, voilà, durant nos sessions de groupe de travail, on s'est aussi posé la question sur la place actuelle des SEM provinciales qui jouent un peu déjà ce rôle. Donc, voilà, voilà, je pense que c'est une question qui devrait être définie de manière politique et concertée au niveau des différentes institutions locales. Là, effectivement, on touche à ce que disait Thierry Rodon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, par définition, une entreprise n'est ni gentille ni méchante, elle essaye d'optimiser ses coûts, et la question du fonds, si ça permet une meilleure acceptabilité sociale, j'ai envie de dire qu'a priori, ce serait gagnant-gagnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry, est-ce que je déforme vos propos? En fait, le fonds, ça ne dépend pas de la minière, hein, ça dépend de. C'est ce que fait le gouvernement ou la communauté avec les redevances qu'elle reçoit. Donc, c'est pas. La minière, elle donne ses redevances. Après ça, c'est au gouvernement local ou régional ou national de décider ce qu'on en fait. Et puis, on le voit hein, très clairement, les Norvégiens ont décidé d'un fonds souverain sur les hydrocarbures. L'Alberta a décidé de ne pas en avoir. Ça, c'est des décisions politiques par essence. Hein. Donc, et la décision politique, c'est de mettre de l'argent de côté pour l'avenir parce qu'on sait que la ressource ne sera pas éternelle, que ce soit l'hydrocarbure, le nickel, le fer, n'importe lequel. Donc, je pense que c'est ça. Mais ça, c'est un choix politique. Puis pour un politicien, c'est un petit peu plus dur parce qu'évidemment, l'horizon d'un politicien, c'est la prochaine élection. Ce n'est pas la prochaine génération. Mais bon, dans certains cas, ça se fait. C'est possible. Les Inuits le font dans le Nord. Ils ont décidé, là, ils reçoivent beaucoup d'argent de Mary River, qui est une mine de fer. C'est à peu près 9 milliards qu'ils ont reçus. Ils l'ont mis dans un fonds souverain destiné aux Inuits. Donc mais c'est des décisions politiques et qui ont des retombées parce qu'évidemment, il y a toujours des demandes locales de dire faut dépenser l'argent maintenant. On a besoin d'infrastructures, on a besoin de ci. Donc ça, c'est des débats, mais ça, c'est des débats de politique. Hein. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ouais, c'est ça, c'est que là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche en fait à la frontière que Nickel NC s'est fixée, c'est-à-dire qu'en fait, Nickel NC, c'est toute la partie du débat qui est non politique, et donc là, effectivement, on rentre dans des choix politiques qui conditionnent effectivement les choix associés à ça. Une question intéressante de Fleur Lose, qui nous dit « Depuis 2016, la Nouvelle-Calédonie ne communique plus sur le montant de ses réserves, alors que les autres pays producteurs le font. Quelle en est la raison ?» Je ne sais pas, peut-être Vincent, directeur du BRGM, non? Moi, pour être honnête avec vous, je ne savais pas qu'on communiquait plus ou qu'on communiquait sur le sujet. Bon, s'il n'y a pas de réponse, on va inscrire la question sur celles qui devront être répondues sur le site Nickel NC. Et puis, on passera à la question suivante. On a une dernière question de Delphine. Elle est pour vous, Thierry, Thierry Redon, sur la question du droit des peuples autochtones. Et par rapport à la question de Glencore, vous disiez qu'il y avait une RSE qui était différente. Et la question de Delphine, c'est à quoi est liée cette RSE différente? Est-ce que c'est la législation ou est-ce que c'est la négociation justement qui est en cause?
Dans l'exemple que vous avez C'est pas la législation. Il n'y a pas de loi qui oblige une compagnie minière à faire une entente avec une communauté locale ou une communauté autochtone. Donc ça vient vraiment, puis c'est difficile à expliquer quand on vient d'un contexte français, c'est que c'est beaucoup lié finalement au droit canadien et à la reconnaissance que les Autochtones sont les premiers habitants. Et donc, il y a toute une série de décisions de la Cour suprême du Canada qui ont changé le rapport de force, simplement. Et le fait aussi que c'est des territoires non cédés, c'est-à-dire que chez nous, c'est la couronne, mais en tout cas l'État. L'État, finalement, a un titre dessus, mais il y a un titre sous-jacent qui est un titre autochtone, c'est-à-dire que non cédé. Et ça oblige cette négociation-là. Mais ce qui est intéressant, en fait, encore plus intéressant que ça, c'est qu'il n'y a pas une minière au Canada qui penserait à ouvrir une mine sans négocier une entente avec la communauté autochtone. Il n'y a pas une minière. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, mais en termes de coût. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ben, ils risquent d'aller en cours pendant des années. Et pour une mine, il n'y a rien de plus mortel que ça, là, parce que… Ouais. Non, ben, c'est ça. Donc, c'est ce rapport de force qui a été créé et qui permet ces négociations-là. Sur ça peut s'importer, hein, parce que le président de Koniambo, il vient de Raglan. Hein. Je l'ai connu, je l'ai vu donc, à Raglan, là, dans l'extrême nord du Québec, et je l'ai rencontré aussi à Coné. Donc, mais ils n'apportent pas nécessairement. C'est ça qui est parce qu'ils répondent aux normes existantes. Donc, je pense que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, vous pourriez demander, imposer. Ça se fait. Hein. Il y a des endroits au Canada où c'est imposé, mais pas partout. Alors, on arrive à la fin de cette deuxième heure, de cette deuxième table ronde. Je voudrais donner la parole à Monsieur Thierry Santa, président du gouvernement, pour faire une petite conclusion, peut-être même déjà un petit retour, premières impressions sur ces échanges. Permettez-moi simplement au préalable de tous vous remercier pour votre participation et surtout pour le travail que vous avez fait ces derniers mois. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci Jean-Marc. Moi, je voulais juste vous remercier également pour la qualité des échanges de ce matin, la pertinence et surtout l'ampleur. Je ressens une masse de travail assez conséquente dans les différents domaines qui ont été évoqués. Et puis surtout, j'espère que c'est le cas pour tous les auditeurs, ça m'a, comment dire, c'est un teasing pour la semaine prochaine. J'ai vraiment envie, j'attends avec impatience les discussions pour la séquence suivante sur ce qui fait débat et sur la perspective en la matière. Franchement, ce matin, d'ores et déjà, j'étais pleinement satisfait de tout ce que j'ai pu entendre. J'ai appris les choses, même si j'ai le sentiment de connaître un peu le dossier, mais comme j'imagine beaucoup de gens, on a le sentiment de connaître le dossier de nickel, mais finalement pas tant que ça. Il y a encore beaucoup d'autres éléments du monde du nickel que je ne connaissais pas et que j'ai appris ce matin. Et encore merci pour ce travail. Merci beaucoup. Merci à tous. Il me revient maintenant de vous inviter jeudi prochain, jeudi 15 avril, de 8h à 9h pour une table ronde avec d'autres pilotes de Nickel NC sur ce qui a fait débat entre nous, les questions qui ont été posées sur les différents sujets. Et puis une deuxième table ronde, la quatrième et dernière, qui conclura cette restitution de Nickel NC sur les perspectives. Alors les perspectives en termes de travaux et les perspectives également du nickel calédonien lui-même. Merci encore et à très bientôt.